Marie-France Brière. Qu'est-ce que Je ne sais pas, Patrick? je m'adresse à qui? Madame 40%. Ou alors je m'adresse à King Kong. C'est comme ça que... Alors, on va parler d'un bouquin. Mais d'abord, quand même, Marie-France Brière, grande productrice. On est d'abord ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Avant tout, quand même, c'est le festival qui compte ici. C'est ça. Donc, je suis co-déléguée avec un géant qui s'appelle Dominique Besnéard et qui m'a tout appris du cinéma. Qui est quand même une histoire de plus dans une vie. À un moment donné, Marie-France, vous dites, ma vie mais fait combien? 20 kilomètres et pèse... Oui, non, mais à la fin du bouquin, oui, je trouvais que ma vie pesait lourd. Oui. Et j'étais fatiguée. Oui, mais c'est toujours une étape avant l'étape d'après. Bah oui. C'est ce qu'il y a dans le bouquin aussi. Mais vous savez bien, cher ami, qu'il faut toucher le fond de la lessiveuse pour remonter, sinon on reste entre deux eaux. Mais quand même, on apprend. Alors moi, je vous le montre, le bouquin, regardez. Quétal. On voit cette jeune fille là, assise à l'Olympia. À l'Olympia, mais le premier Olympia. L'Olympia historique, ouais. celui de Jack Lang. On lui donnerait le bon Dieu sans confession à cette petite fille-là. Hein. Bon, si on regarde bien, non. Mais c'est King Kong. Pourquoi il disait attention? Il y a un moment, on a dit à Jacques Brel, je veux vous présenter King Kong. Bah oui, non, mais parce que la première fois que il y avait un animateur à Europe qui s'appelait Hubert Wayaf, qui avait une très belle idée de l'émission qui allait devenir Dans le vent avec un succès incroyable, sauf qu'il avait écumé 13 réalisateurs en 12 jours. Et donc Lucien Maurice est venu me chercher à RTL, Radio Luxembourg, parce que j'avais déserté Europe, tout simplement parce qu'on me payait un peu à RTL. Et il est venu me rechercher. Et il m'a dit, voilà, il y a un type qui a du talent, mais on ne peut rien en faire. Et je lui ai dit qu'il y avait un cerbère, qu'on allait lui mettre un réalisateur cerbère et qu'il allait filer droit. Et Lucien m'a présenté, quand il m'a présenté à Hubert Wayaf, il n'a eu aucune réaction et il m'a appelé King Kong à partir de ce moment-là. Oui, c'est pour et ça. Je mesurais 1m58, j'avais des chaussettes Burlington et des mocassins à pompons. Et c'est pour ça que je disais, mais c'est une des anecdotes dans ce bouquin, quand même qu'on dit à Brel, quand tu rencontres, on va se tutoyer Marie-France, quand tu rencontres Brel, qui dit, et ben voilà, je vous présente King Kong. Non, alors, parce que Brel, moi je l'avais connu justement quand j'étais à Radio Luxembourg, parce qu'en fait moi je connaissais que mes amis, les yéyés, on avait renversé la terre entière en étant yéyés et en laissant de côté tous les chanteurs un peu traditionnels. Et par contre, il y avait les très grands, Brel, Brassens, Bécaud. Et un jour, Brel était venu à RTL pour faire le journal du soir. Et c'était la première fois que je rencontrais une grande star. Il était crevé, il arrivait de tourner. Il a demandé à ce qu'on le laisse un peu tranquille dans le grand studio. On lui a mis 4 chaises, il s'est allongé et il s'est endormi. Et moi, voyant ça, j'ai ouvert la porte du studio. Je me suis mise sur une chaise en face de lui, à peu près à 10 mètres. Et je l'ai regardé pendant 3 minutes. Et après, je suis partie. Et 2 ans après, quand j'étais revenue à Europe numéro 1, qu'on était en pleine gloire avec cette émission Dans le vent, Lucien Maurice m'a dit, on va faire un spécial Brel dans votre émission, ayez des idées. Donc on a brainstormé, c'était formidable, etc. Et au moment de partir, alors que je me retournais et que je prenais le bouton de la porte, j'ai entendu une voix qui disait « Vous savez, je dormais pas ». Je suis repartie l'estomac dans les chaussettes avec ma jupe écossaise et mes couettes. Mais Marie-France, c'est un bouquin, je dis vraiment, hein, c'est quoi, 300 pages? C'est un roman en fait. Ah oui, j'espère bien. C'est un roman. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Parce que j'ai voulu faire un roman. Enfin, je m'aperçois en plus que c'est une histoire très romanesque, alors que si tu veux, moi j'ai vécu tout m'arrivait comme ça. Enfin, je veux dire, du ciel, j'avais un plateau, je récoltais les vers comme je pouvais, quoi. Et tout est arrivé sans que je le provoque. Alors les gens disent que j'ai provoqué les choses. Non, les choses m'ont provoqué. Mais non, mais Fort Boyard, c'est toi? Mais non, c'est Jacques-Antoine quand même. Oui, mais quand même. Invention. Mais un jour, il m'a montré une carte postale. Et tant que j'étais sur la 5, on ne pouvait rien faire. Il n'y avait plus de budget, rien. Et je lui ai dit, si un jour je pars sur une autre chaîne, la première émission que je ferai... Non, il m'a montré la carte postale avec le fort au milieu. Et je lui ai dit, c'est quoi? Un jeu de rôle? Parce que c'est la grande époque des jeux de rôle. Il m'a dit oui.
Et donc, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à Antenne 2, à l'époque, qui n'était pas encore France 2, je l'ai appelé, je lui ai dit, on va le faire, le Fort Boyard. Ouais, et ça coûtait une blinde. Hein. Et ça, Ça a coûté une blinde au département, parce que la chaîne m'avait dit, nous, on est d'accord pour l'idée, mais vous vous démerdez. Le fort n'est plus à vous. Parce qu'il avait acheté le fort à un dentiste. Donc, j'ai dû convaincre Jacques de revendre pour 1 franc symbolique le fort au département. Oui. Donc c'est le département qui s'est chargé de toutes les dépenses, mais ça leur a rapporté tellement notoriété. Mais les inconnus, le Collard au chaud, hein, les grandes émissions de variété, Tapie, Bernard Tapie, Ambition, découvrir comme ça des choses. Non, mais moi je me suis trompée. Thierry Ardisson, quand même, qui nous a quittés, Thierry. Ça, c'est toi. Normal. Oui, mais c'était normal. C'est Daniel Filbaki qui me l'avait envoyé. Il m'avait dit, je t'envoie un mec de pub. Alors, j'arrivais pas à visualiser ce que c'était qu'un mec de pub. Et en fait, il écrivait pas pareil, quoi. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement différent, tellement formidable, que je me suis dit, ça va marcher. Sauf que lui, il se mettait en sueur, il perdait 10 kilos d'eau, 10 litres d'eau, tellement il avait peur. Et je lui ai dit, bon, tu feras jamais de direct. Mais par contre, t'es très bon, quoi. Oui. Et Catherine Barma, au début, n'y croyait pas. Ah non, mais disons, on fera jamais rien de ce type. Non, parce que moi, je lui avais confié à Catherine, c'était une productrice formidable. Et elle m'avait dit, écoute Marie-France, tu te trompes pas, mais là, tu te trompes. Là, alors, tu pars à la catastrophe. Et moi, j'écoutais pas, j'étais sûre, tellement sûre. Mais il le raconte dans ses bouquins, c'est pas la peine que je vous raconte. Des idées au kilomètre. Alors, c'est vrai que... Et tu sais que sans idées, on vit pas, nous. Ah non, mais... Non, mais tu vois, j'ai pas d'idée, pas d'idée, pas de manger. Tu vois le film Les Tricheurs, tu dis, tiens, il y a une scène dans ce film... Il y a longtemps, j'étais adolescente, j'étais en philo. Je vais faire le jeu de la vérité. Ah ouais, mais c'est génial, le jeu de la vérité dans Les Tricheurs. Ça t'a pas frappé, toi? Mais oui. Bah alors. Enfin, ça m'a pas frappé au point d'avoir l'idée d'en faire une émission avec Patrick Sabatier. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il n'a plus jamais pu la refaire. C'est parce qu'effectivement, l'idée nous appartient à Rémi Grimbach et à moi. Oui, et quand même. Parce que tout commence par une... Alors, on parlait de romanesque. Oui. Une maman, c'est la divine, l'Argentine, les voyages. Mais tu sais que elle, c'était le caviar. Je ne suis que les œufs de Limpe. Et cette gamine qui un jour entend à la radio une chanson non, Brigitte pas à la radio, c'était à une escale, parce que vous savez, on prenait les paquebots de ligne, nous, c'était pas les trucs de croisière, c'était des vrais bateaux de ligne qui allaient de Buenos Aires au Havre, en faisant escale à Rio, à Santos, alors attends que je me souvienne, Montevideo, Santos, Rio, Dakar, Vigo, Lisbonne, Vigo, Le Havre. Oui. Une des escales, c'était Rio. Et on est sorti, non pas à la plage d'Ipanema, mais on est allé faire du magasinage, comme disent les Québécois. On s'est retrouvé dans la Rua Ouvidor, qui est la rue des disquaires. Et alors, il n'y a que des disquaires dans une rue très étroite, et aucun ne joue les mêmes disques. Donc, c'est une espèce de brouhaha extraordinaire. Et tout d'un coup, j'ai entendu au milieu de ce tintamarre, Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Beijo, Beijo. Va dentro cinéma, todo mundo s'afogou. Voilà. Cette chanson va changer ta vie. Bah oui, parce faut que j'ai trouvé ça génial, surtout que ça faisait 1 an que je n'avais pas vu la France. Et ma mère m'a dit, tu le veux, je l'achète. Donc en achetant le disque, et après je l'écoutais, parce qu'en fait j'étais rentrée en France pour passer prépédeutique, qui était la classe préparatoire à Cannes et Hippocane. Et j'écoutais le disque à longueur de journée. Et j'écoutais à la fois Europe numéro 1, qui était la nouvelle station qui naissait, et qui était tellement différente de ce qu'on avait entendu avant, à Radio Luxembourg. Il n'y avait plus de Famille du Raton, mais il y avait signé Furax. Il y avait le début de Salut les copains. Enfin, c'était extraordinaire. Et il y avait un type qui animait une émission qui s'appelait le Disco Ball, où il passait des disques que personne n'avait jamais entendus. Et la première fois que je l'ai écouté, il cassait un 78 tours en disant on ne l'écoutera plus jamais. Et le 78 tours, c'était Tutti Frutti d'un certain Jean-Philippe Smet. C'est la seule fois où il s'est trompé, Lucien Maurice, parce qu'il ne s'est jamais plus trompé. Lucien Maurice. Ouais. Ah. Et moi, je ne savais pas que c'était le directeur de la radio. Comment je peux savoir ? Il ne faut pas tout raconter parce que c'est dans le bouquin, Marie-France. Mais tu vas quand même rentrer dans cette maison, tu vas aller directement avec un disque sous le bras. Ouais.
et ton destin est scellé, et l'aventure va commencer. Et j'ai compris que j'avais un trésor dans les mains parce que dans son bureau, dans le bureau de Lucien, il y avait les gratte-ciel. Les 10, c'est des gratte-ciel. Et on marchait au milieu des gratte-ciel. J'ai cru que j'avais visité New York pour la première fois. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il avait une voix traînante comme ça. Qu'est-ce que vous voulez contre ce disque? Et j'ai vu GI Blues. J'ai demandé GI Blues et les femmes, c'est du chinois. Et quand je raconte ça à Gainsbourg, il devenait fou. Il me dit, mais vous vous rendez compte, vous aviez un truc en or. et comme je voyais qu'ils étaient étonnés que je demande si peu, j'ai dit, je vais faire un stage ici. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, tiens, parce qu'il y a plein de personnages dans ce livre, tiens, puisqu'on en parlait à l'instant, Serge Gainsbourg. Il y a des pages extraordinaires avec lui. Mais et tout au long de... Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Qu'un jour, il est allé allumer sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu, avec toi. C'est pour ça que M. Retailleau, là, le monsieur qui divise tout le monde, vous savez, qui met tous les gens les uns contre les autres. Et j'ai vu qu'il avait mis en prison comparution immédiate, un monsieur qui avait allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Mais Gainsbourg l'avait fait avant. Mais oui, mais nous on l'avait fait avant. Puis en plus, non seulement on l'a fait avant, mais j'ai filmé la séquence et c'est passé juste avant le journal de 20h, ce qui m'a valu un renvoi par Bourges pendant 3 jours. Et oui, alors tiens, le fameux Zippo. C'est dans une. On achète un Zippo avec Gainsbourg. C'était rue Marbeuf. On avait été déjeuner avec Jean-Louis Burga, puisqu'il faisait 7 sur 7. Et déjà, Hervé Bourges était contre. Il me disait, vous, la saltimbanque, mêlez-vous de vos saltimbanqueries, vous ne touchez pas à la rédaction. Gardez vos flonflons. Sauf que Jean-Louis avait envie de Gainsbourg. Et Gainsbourg était très timide, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc, on avait déjeuné ensemble, pour qu'ils se connaissent, etc. Et on avait un point commun, beaucoup de points communs, mais un qui se voyait, c'est qu'on ne savait pas conduire ni l'un ni l'autre. Donc on allait rue Marbeuf pour prendre un taxi aux Champs-Élysées. Il n'y avait pas d'allo taxi ni quoi que ce soit à l'époque. Et on était bras dessus. Et tout d'un coup, il me dit, il faut que j'achète de l'encre violette pour mon Mont Blanc. Pardon de citer la marque, mais c'est une encre très particulière. Et il rentre dans ce truc qui existe toujours, qui vend des briquets, des stylos, et il rentre là. Et moi, je reste dehors. Et tout d'un coup, je regarde la vitrine et je voyais un Zippo noir. Oui, des briquets. Ouais, mais formidable, mais noir. Et il revient il avait dû me voir, il revient avec 2 paquets. Il dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Parce qu'on s'est toujours vous voyez, c'est drôle, hein. Et pourtant, on était vraiment amis pour la vie. Et donc, il y avait le Zippo noir. Alors, Bourges m'avait interdit d'aller sur le studio au moment de 7 sur 7. Il m'a dit, je ne veux pas vous voir là. Donc, j'étais chez moi, je regardais. Et tout d'un coup, je le vois sortir le Zippo, le poser sur la table. Et là, j'ai senti qu'il allait y avoir une catastrophe planétaire. Et 30 secondes après, il brûlait le billet de 500 €. Oui. Donc, Bourges, là, alors là... il m'a encore envoyé, là, cette fois-ci. Et 3 jours. Et non, mais il avait raison. Il avait raison. C'était un acte odieux. Il m'a dit, il faut que vous rattrapiez d'une façon ou d'une autre, sinon c'est un renvoi définitif. Donc je lui avais fait faire le jeu de la vérité. Et là, il avait donné 3 fois la somme pour une association. Ouais. Un autre personnage, on s'y attend pas, c'est Claude François. Et ça, c'était mon frère, ça. Ouais. Un jeune batteur de Olivier Despax qui s'appelle Claude. Et que tu rencontres. Je le rencontrais parce que moi je connaissais Olivier Despax en fait. Et donc j'avais été à ses concerts et puis il se trimballait toujours avec ses musiciens. Et le batteur, un jour il me dit, toi tu vas réussir parce que tu es une emmerdeuse. On ne se souviendra pas que tu es mignonne. Ouais. On se souviendra que tu es une emmerdeuse. Mais il avait raison. Mais on est devenus très très amis. Vraiment. Ce qui est fou, c'est qu'on ne le sait pas, mais que pratiquement 10 ans de dialogue ininterrompu avec Claude François, de pratiquement des lettres presque quotidiennes avec lui. Le fameux collier là, qui s'est détaché le jour de sa mort. Ce collier Ce collier Et alors, oui, parce que... j'étais en plein désert, et tout d'un coup, ce collier, il ne devrait pas tomber, il tombe. C'est Claude François qui t'avait offert ce collier pour ton mariage. Pour mon mariage, oui. Après, il avait dit, le mariage n'a pas tenu, mais le collier, oui. Et un jour, le collier, il tombe. Il tombe, et donc, j'étais dans le désert, et je n'arrivais pas à trouver de téléphone. Je me dis, il est arrivé quelque chose. Tu pensais ça voulait dire qu'il est arrivé quelque chose. Moi.
Et donc, au bout de 2h30, 3 heures, quand j'ai pu appeler, je suis tombée sur Marie-Thérèse Perrin, qui était son attachée de presse. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était en plein, elle me dit, mais comment tu sais? Et le temps que je prenne un avion, il était mort déjà. Donc c'était la seule fois où on a eu un monologue. Je suis arrivée, je lui ai parlé, mais il ne m'a pas répondu. Tu étais à côté de son corps bah oui, et tu lui as parlé. Oui. Bah, qu'est-ce que je pouvais faire? Sans indiscrétion, qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Je suis arrivée trop tard. Bah, excuse-moi, l'avion a eu du retard ou une connerie pareille. Ah oui. Ouais. C'est fou parce que regardez ce livre, vous allez en apprendre des choses. Tiens, Jean-Jacques Goldman, le groupe Taifong. Ben oui. Il est pas connu du tout, ce non, nous, à Jean-Jacques. Radio 7, à l'époque, je dirigeais Radio 7. Et on matraquait. Enfin, moi, j'avais tous les enseignements que j'avais d'Europe, je les appliquais à Radio 7. Donc le matraquage, la playlist, tout quoi. Même le carillon, j'avais pas pu mettre un carillon, donc j'avais demandé à Depardieu et à Gianni de donner l'heure. Donc ils égrenaient l'heure, ça leur avait pris 10 minutes d'enregistrement et nous, il est 10. Allô Gérard, il est 10 heures. Allô, je suis Isabelle, il est 11 heures. Ça faisait bien quand même. Oui. Et donc, on passait beaucoup Taifong. Et puis on était parti faire une émission à Avoriaz, alors qu'on était écoutés jusqu'au périphérique de Paris. Enfin, on était cinglés. Bon. Et pendant le festival d'horreur, là. Et j'avais amené, donc Gainsbourg, il était tout le temps là, et j'avais amené ce groupe Taifong. Et puis au retour dans le train, tout d'un coup je le vois de profil, et moi je connaissais bien Pierre Goldman, puisque je hantais les week-ends de Simone Signoret à la campagne. Qui était un militant politique. Et Simone avait beaucoup de tendresse pour lui, donc il venait de temps en temps. Il est mort assassiné. À Auteuil, oui, dans un caniveau. Oui. Et tout d'un coup, je le regarde, mais je dis, mais comment tu t'appelles? Parce que je le connaissais sous le nom de Taifong. Il m'a dit Jean-Jacques Goldman. Et j'ai dit, mais t'es le frère de Pierrot? Mais il m'a dit oui. Et j'ai dit, mais tu lui fais jamais un signe? Il était mort déjà. Et c'est là où, dans le premier album, si vous retrouvez, parce qu'il est collecteur maintenant, derrière, il y a marqué AMFB, un train, un signe. Ouais. Il y a marqué, je l'ai retrouvé, ah, il y a marqué AMF, Marie-France, MF, un train, un soir, des mots. Oui, peut-être, oui, mais je ne l'ai même pas l'album. Mais c'est magnifique. Et là, c'est un dialogue avec lui. Non, mais je ne le connais pas plus que ça, Jean-Jacques. Hein. Mais en tout cas, c'est... Ouais. Mais Pierre Goldman... Pierre Goldman, c'était l'égérie des déjeuners à Auteuil, pendant un moment. Oui. Quelle aventure, Marie-France. Mais on pourrait en parler des heures. Hein? C'était long. Je me suis rendu compte que c'était long. C'était long? Oui. Non, mais comment on commence? On envoie Sylvie Vartan faire une tournée en Argentine. Après, ça sera Alain Delon. Mais c'est parce que moi, je ne pouvais plus y aller. Parce que mes parents m'avaient quand même puni. Ils m'avaient dit, tu veux faire ça, tu fais ça, tu te gâches la vie, mais fini les voyages en Argentine. Mon père était officier de marine, donc on voyageait gratos, comme on dit. Un jour, tu fais une émission avec Mourouzi, ça s'appelle Les Vainqueurs, ça marche pas. Il y a Coluche qui vient de voir, qui dit, dis donc ma poule, on va faire autre chose. Non, et c'était l'époque des Restos du Cœur, où il avait l'idée, et on a fait la grande émission. Ce qui est terrible, c'est qu'il trouverait serait très triste que ça dure encore, quoi, parce que ça devait durer 1 an avant que le gouvernement réagisse. Apparemment, ils n'ont pas réagi. Il t'a dit, il faut faire une émission pour ceux qui n'ont rien. Bah oui. Lui, il avait cette idée-là très forte. Hein. Sauf qu'il voulait se servir de toutes les boulangeries. Je lui ai dit, mais attends, on risque de récolter beaucoup d'argent, il faut aller trouver une banque. Et à cette époque-là, Jean-Paul Huchon, qui deviendra après le chef de cabinet du Premier ministre, de Rocard, était directeur du Crédit Agricole. On avait été le voir. Quoi. Non, mais des aventures. On pourrait parler du Québec. Ouais, mais Robert Charlebois. Et tu crois pas que le FFA c'est une sacrée aventure? Non, juste Robert Charlebois. Tiens, moi je le dis, je le résume quand même. Tu vas voir. Tu lui demandes. Attends, tu vas avec Gilbert Bécaud. Non, je vais avec mon mari voir Gilbert Bécaud. Le mari, c'était Bertrand Delabé. Oui. Hein, qui à l'époque avait les éditions Rideau Rouge, ça, avant de fonder Art Media, la grande agence de mannequins, où va travailler un certain Dominique Besnéard. Bah oui. C'était après ça. Oui. Mais non,
Donc j'assiste à la première de Bécaud. C'était la première fois que je voyais les gens debout dans un énorme théâtre. On n'avait pas à l'époque le Palais des Congrès, on n'avait pas tous ces grands théâtres. Là, j'ai su ce que c'était qu'un artiste international, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et en revenant, j'écoute dans la voiture, j'écoute Lindbergh. Et la désannonce, à l'époque, on désannonçait les disques, c'était extrait de l'Hostage Show. Lindbergh. C'est tout ce que j'avais comme information. Et donc, j'ai appelé partout pour retrouver d'abord la station de radio qui avait passé le disque. Ensuite, quand j'ai eu le disque, le nom de l'agent, qui était Guy Latraverse. Et Guy Latraverse, quand je l'ai eu, c'est pour ça, les Américains, ça, ils laissent toujours une première chance, quoi, c'est formidable. Il m'a dit, je vous emmène à Chicoutimi, toute la troupe est là-bas. Et c'était l'Hostage Show, le fameux Hostage Show. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, on a fait un documentaire, on a présenté un documentaire. Ouais. Ils sont venus chanter toutes les chansons de cette époque. Et le mouvement de l'Hostage Show, c'était aussi important que le mouvement Air à New York à la même époque. Tu vas également importer en France, il faut quand même le dire. Et faire engager Julien Clerc, qui travaillait avec Bertrand Delabé aux éditions Rideau Rouge, qui va débuter comme ça avec un certain Étienne Rodagil, que tu vas ensuite présenter à Claude François. À la fac avec moi, donc. Oui. non, mais elle a tellement. Alors oui, alors Robert Charlebois, tu vas le faire signer à l'Olympia. Il va faire la première partie de Georgette Plana. Avant de jeter sa batterie. Non, mais il faut qu'il le lise. Non, mais je vous montre tout ça parce que quand je dis c'est de l'aventure. Alors c'est vrai que Bertrand Delabé, un petit mot quand même, qui à un moment donné, il va partir avec une star. Tu le dis dans le livre. Bah oui, il m'a quitté, oui. Avec qui? Une plus belle, une plus connue. Mais c'est marqué dans le livre. Bah oui. C'est Catherine Deneuve. Bah oui, je pouvais pas lutter. Oui. Mais ça va rester un lien très fort parce que... Non, pendant 15 ans. Bah non, je suis très fâchée quand même. Un jour, il se prend des balles de Messrine contre l'agence. C'est pas lui, le pauvre. Enfin, oui, mais quand même. Non, mais on est restés pendant longtemps. Oui, maintenant on se voit, bien sûr. Mais je considère que tous ces gens qui ont traversé ma vie, c'est ma famille. Mais oui. On ne peut pas se dédire. Ouais, mais à ce moment-là, tu as eu des moments quand même durs dans cette vie. Tu as des moments où tu n'avais plus d'argent, tu as des moments où tu étais dans ça arrive souvent. Oui, et tiens, je pense à ça quand même quand ton mari te quitte. C'est Claude François qui s'occupe de toi. Ah non, mais pas au point de vue non, mais il t'amène. Non, lui, il veille il t'amène chez Régine. Non, il veille à ce que quand on va dans un endroit, il n'y ait pas les autres. Déjà, c'était un full time. Oui. Non, mais il t'amène un produit pour te redonner le moral. Non, il m'amenait, j'étais quand même très jeune à l'époque, j'avais 30 ans. Non, il m'a amené de Yougoslavie, je ne sais pas où, des produits pour devenir jeune, que je n'ai jamais utilisés. Je crois bien que je les ai laissés à Europe en partant. Oui. Donc, juste un mot. Claude François, c'était pas l'image que l'on fait de lui aujourd'hui? Moi, je ne sais pas quelle est son image, mais l'ami que j'ai eu était très cher et unique. C'est-à-dire, il était. C'était un prince arabe. Oui. Fidèle. D'une fidélité, fidélité de sentiment. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais eu. On dit que Claude François est insupportable. Non, c'était un prince. Mais il avait des côtés insupportables, oui, mais moi, j'étais peut-être une privilégiée. Il avait très peu d'amis, peut-être 2 ou 3, mais d'une fidélité à toute épreuve et d'une solidité surtout. Oui. Marie-France Brière, que j'ai en face de moi, va être évidemment la copine de Johnny, de Sylvie, de Françoise. Elle va voir un jour arriver un impresario avec une écharpe bleue hirsute qui va lui présenter une fille à couette qui vend des bonbons. Elle va lancer Sheila. Et puis tu vas devenir la copine de Paul McCartney. C'est comme si je te dis... Mais non, attends, c'est comme si je te dis que tu avais lancé des gens. Tu as contribué, mais tu vois, on n'a rien lancé du tout. Ce serait arrivé sans nous. N'oublie jamais que les cimetières sont peuplés de gens indispensables. Voilà, quand on a compris ça, on a tout compris. Oui, mais quand même, ta vie, ça n'arrête pas. Et fidèle. Ça n'arrête pas, mais j'y peux rien. Non, mais tu vas faire, par exemple, on parlait de Bécaud. Oui. Parce que c'est vrai que Bécaud, il y a un petit truc, c'est qu'à un moment donné, Bertrand Delabé il m'en a voulu beaucoup. Va le quitter pour faire Art Média. Et c'est vrai que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il le quitte. Donc il m'en a voulu pendant très longtemps beaucoup. Et là aujourd'hui, tu as fait récemment un documentaire sur Gilbert. Et parce que Bertrand m'avait dit qu'il n'y avait que moi qui pouvais... Oui, parce que je le connaissais, je l'admirais. Donc c'était facile. Ta vie, c'est quoi, Marie-France? Ma vie, c'est 2 personnes qui m'ont mis au monde sans me demander mon avis. Alors, je fais ce que je veux de ma vie. Oui. La divine, elle te regarde là-haut, là, ta mère? Moi, je ne sais pas où elle est. Oui.
Elle me parle plus en tout cas. Elle te parle plus. Non, c'est triste. Hein. Tu aimerais qu'elle te parle encore, qu'elle te Oui, dise mais ça veut bravo dire que ça Marie-France. n'existe pas. J'aurais pas cru que tu serais capable Non. de faire Oh, tout ça. si, elle me croyait capable de tout. Alors là, elle n'a jamais douté. Même en voyant la photo de la petite fille. C'est en hein. pensant à elle tout ça. Ouais. En fait, j'ai commencé à écrire le bouquin quand maman est tombée malade. Après, je l'ai abandonné pendant assez longtemps. Et puis après, je l'ai repris quand quelqu'un que tu connais bien est parti. Ouais. Voilà. Marie-France Brière. La vie d'artiste. Qu'est-elle? Non, c'est Quétal, hein, le Ouais. titre. En fait, ils ont mis la vie d'artiste parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que Quétal, les gens ne sachent pas ce que c'était. Et j'ai dit, mais j'ai passé mon temps à lancer des trucs inconnus. Pourquoi ils ne retiendraient pas Quétal quand ils ont retenu Mojito? Quelle histoire! Quelle histoire! Et c'est pas fini, et ça continue. On est ici au Festival du film d'Angoulême, qui est devenu le plus grand Et rendez-vous. c'est ça ma plus du belle cinéma aventure. Honnêtement, francophone. c'est ça. Ouais. De tout, c'est ça. De cette époque, c'est ça. Mais et puis en plus, voilà, c'est pas fini, quoi. C'est la Jamais. fin. Le livre, c'est la fin du livre, c'est la fin avant la fin. C'est jamais fini. On verra bien. Hein. Oui. Non, mais quand même. Tiens, je sais pas comment on pourrait se quitter. J'ai envie de mettre une Mais musique. j'en ai fait 3 ou 4 chutes Ouais. qui étaient bonnes. On va pas mettre Brigitte Bardot-Béjot. Non, non. Alors, et si on mettait Black and White, parce Non, que ça je dit un voudrais que truc, tu mettes ça. la complainte du phoque en Alaska. Ah, on va mettre alors juste Parce un que- mot quand même sur Black and White, parce que c'était Joël Ursule. Ah bah oui. C'est toi qui vas Non, trouver non, cette mais non, Guadeloupéenne et Oui, qui va non, dire mais- à Gainsbourg il faut lui écrire une chanson pour non, l'Eurovision. non, je voulais que ce soit Gainsbourg qui écrive la chanson. Sauf qu'il était déjà malade, il habitait au Raphaël. Et il m'a dit, vous avez bien conscience que si je ne l'écris pas cette nuit, je ne l'écrirai jamais. Je te dis pas la nuit que j'ai passée chez moi, et à 10h du matin, il m'a appelé. Il m'a dit, vous pouvez venir. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, le piano était ouvert. Je me suis dit, bon, il a dû faire quelque chose. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. Et j'ai entendu, il était de l'autre côté, il était dans le piano, de l'autre côté, il me dit, est-ce que vous pouvez décrocher? J'ai décroché, j'ai entendu, allô, c'est Brigitte. Et j'ai dit, il n'est pas là. Et j'ai raccroché. Après, il m'a dit, vous êtes gonflé quand même. Et donc, il m'a fait jurer quelque chose, quand il serait parti, que j'ai accompli. Ouais, qu'on va découvrir dans le livre. Ouais. Est-ce que je peux le dire, Marie-France? Non. Non. Ben non, parce Ah, qu'ils j'ai vont trop plus, envie de le dire. Parce ils que vont c'est- plus lire rien. Mais si, mais il y a 3 milliards d'autres choses là-dedans. Mais une promesse, et quand Marie-France, Ah oui. On lui Non, fait il une m'avait promesse, dit, elle le tient. je veux que vous puissiez raconter comment on a enregistré tous les deux Je t'aime moi non plus. Parce qu'en fait, il avait écrit la chanson pour Brigitte. Et je dis, mais je la connais pas, moi, Brigitte Bardot. Il m'a dit, démerdez-vous. C'est les derniers mots qu'il m'a Ouais. dit, je l'ai plus jamais revu. il avait besoin que Brigitte, après sa mort, Ouais. dise que leur histoire d'amour Ouais. avait été merveilleuse et elle va le Ouais. faire. Elle va le faire. Elle va le faire dans l'émission au moment de la mort de Serge. Après, ouais. Ouais, la complainte du phoque en Alaska, le groupe Non, Beau j'aime bien Dommage. parce qu'il dit que ça fait rire les enfants, mais ça fait plus rire longtemps, quand les enfants sont grands, de voir un phoque qui fait tourner sur son nez un ballon rouge. Et on passe notre temps à faire tourner sur notre nez un ballon rouge. Et c'est pas fini de tourner. Hein. Oui, mais je ne sais pas si je pourrais le rattraper longtemps. Merci Marie-France. Regardez, hein, c'est publié chez Kerio. Hein, il faut le C'est lire. Calman Lévy, en fait. Ah, hein. c'est un truc. Vous pourrez pas. Moi, j'ai commencé à le lire avant l'été. J'ai pas décroché. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis dit bon, avant l'interview, je vais le relire encore une deuxième fois. Tu C'est l'as lu formidable. 2 fois? 2 fois. Oh. Hein, je D'accord. continue moi aussi de faire tourner comme le phoque. Tes ballons Hein, sur ton nez. Ce ballon. D'accord. Allez. Merci Marie-France. Ciao. Fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont